Voilà, nous sommes en live. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, bonsoir. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci à nos intervenants d'être là et de passer du temps avec nous. Bernard, tu vas bien? Oui, je vais bien, Fred. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, merci d'être Bonsoir. présent pour ce nouveau webinaire de Bouquinet qui, ce soir, sera consacré à la technique Jones. Donc, nous accueillons deux kinés ce soir. Guillaume Thierry, qui est certifié Jones. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Et Jonathan Wozinski, qui lui aussi est certifié Jones. Bonsoir. Donc, comme animateur, bien sûr, nous avons toujours Fred et moi-même. Donc, Fred, je te laisse déjà la parole concernant les consignes techniques par rapport à ce webinaire. Voilà. Bonjour Thierry, j'espère que ça va te plaire. Attention, il y a le patron qui est en train de regarder. Hein. Faut faire gaffe. Alors les amis, comme maintenant vous allez commencer à avoir l'habitude, il faut être connecté en Google Chrome plutôt et en connexion filaire pour pouvoir bénéficier de la meilleure bande passante. Et si vous avez des questions, on ne manquera pas de les poser à nos intervenants. Il est prévu un déroulé bien précis de la technique avec des explications, avec un déroulé précis. Voilà, c'est tout, comme il est dit. En fait, le déroulé, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir des slides pour nous présenter le concept. Dans un deuxième temps, ils vont nous montrer une séance type avec un scan d'une certaine zone et puis les points à retenir. Et enfin, chers internautes, vous pourrez poser vos questions et avec Fred, on relaiera nos questions à nos praticiens. Très bien. Vous êtes d'accord? On est bon? C'est parti. Allez, la parole est à Guillaume et à Jonathan. Merci Fred et merci Bernard de nous accueillir sur la plateforme et ce webinaire. Bonjour à tous, tous les internautes qui sont connectés. Donc moi, je suis Guillaume Thierry et j'ai le privilège d'être avec vous ce soir. Jonathan Wozinski, mon collègue, sera présent avec nous pour la démonstration. Nous sommes 2 des 5 formateurs, comme vous l'avez dit, certifiés à l'enseignement Jones en France. Et si nous sommes venus à cette technique, c'est par rapport à plusieurs points qui nous sont bénéfiques. Tout d'abord, le confort de travail que nous avons en tant que kiné, mais aussi que nous observons chez les patients que nous traitons tous les jours. Nous avons également une facilité de mise en œuvre par rapport à cette technique, donc c'est ce qui nous a conquis. Et puis, on a des résultats qui sont qualitatifs et des retours patients qui sont satisfaisants en faisant un travail dans la sécurité. Vous le verrez, on le développera un petit peu plus tard. On a également pu développer des qualités et des compétences palpatoires qui sont universelles et qui servent à toute autre technique. Et c'est là un des atouts principaux de cette technique. Aujourd'hui, on travaille exclusivement avec les atouts de la méthode Jones. Donc, on vous remercie pour votre confiance et puis on va partager, comme vous l'avez dit, un petit moment ensemble avec tout à l'heure un temps qui sera donné pour les échanges, questions et réponses. Donc, voilà pour cette partie-là. On va lancer le PowerPoint donc, pour avoir les slides, si tu veux bien. Merci, Fred. Avec plaisir. Parfait. On peut passer à la diapo suivante. Oui, je rétrécis juste notre présence et puis voilà. Super. La diapo suivante. Et elle est là. Parfait. Eh bien, vous voyez ici la personne qui a découvert cette technique, donc qui lui a donné son nom, le docteur Lawrence Hugh Jones, en 1955. Vous avez sur la partie de droite la présence d'un flashcode qui a été construit spécifiquement avec la seule vidéo d'archive que l'on a du docteur Jones. Vous pouvez prendre le temps désormais de la flasher. J'espère qu'avec les petites icônes de nous en bas à droite, ça ne va pas gêner. Sinon, vous pourrez potentiellement reprendre cela dans un replay par la suite. Voilà, merci Fred pour la technique. Et donc, cette vidéo d'archive, elle présente de façon condensée ce qu'est l'observation principe du Dr Jones. Comme toute personne qui a fait évoluer les choses en son temps, le Dr Jones a donc fait cette découverte avec un patient. Ce patient était un patient lombalgique et il présentait des symptômes de douleur lombaire, donc des cas que vous retrouvez très souvent chez vos patients au cabinet. Il a donc corrélé cette découverte au hasard de l'absceite, c'est comme ça qu'il l'a nommé, l'absceite ou inflammation en regard du muscle psoas. Il a donc cherché chez ce patient à amener du soulagement. Ce patient était vu depuis 3 mois par différents thérapeutes.
sans résultat pour autant. Et le docteur Jones a été interpellé par ce patient. Celui-ci lui a demandé s'il pouvait lui trouver au moins une position confortable dans laquelle il pouvait se mettre et dormir pour récupérer. Et c'est ce qu'il a essayé de faire pendant toute cette séance. Les échecs sur les autres thérapeutes qui avaient été rencontrés interpellaient le docteur Jones lui aussi, puisqu'il avait échoué sur d'autres traitements. Après un essai et un travail pour le mettre dans une position confortable pendant une vingtaine de minutes, il a pu obtenir une position totalement confortable pour le patient. Cependant, le patient se trouvait dans une posture assez grotesque, les jambes repliées sur lui, avec une rotation, une inclinaison spécifique. Mais puisque le patient était bien, il n'a pas eu le courage de le bouger et il l'a laissé comme ça. Il est parti une vingtaine de minutes dans une salle à côté. Quand il est revenu, à sa grande surprise, le patient était debout à côté de la table, n'était plus plié en deux dans la posture classique que vous connaissez du lumbago et il ne présentait plus de douleur. C'est à partir de ce moment-là, on peut passer à la slide suivante, Fred, merci, que le docteur Jones a cherché à comprendre ce qui s'était passé dans le cadre toujours d'une observation princeps. Et il a conclu au concept de base qui est le relâchement spontané par le positionnement, ce qui était quelque chose de complètement novateur pour l'époque. Il a donc développé chez ces patients qui présentaient des symptômes des positionnements simples qui permettaient de soulager les patients en fonction de leurs symptômes. Mais cela ne suffisait pas et ce qu'il a eu comme génie, c'est de trouver que par rapport au positionnement qu'il mettait en place, à chaque fois, il soulageait des points douloureux et il retrouvait à chaque fois une corrélation entre la découverte de ces points douloureux et le positionnement bénéfique qu'il donnait aux patients. Donc, vous voyez ici sur la photo de droite la présence du Dr Jones qui est en position de traitement avec un point qu'il a repéré dans l'abdomen du patient et qui est à chaque fois soulagé par ce positionnement spécifique. Et ceci pour différents patients. C'est donc là l'arrivée d'un des outils principaux de la technique Jones, comme elle a été développée par le Dr Jones. On peut passer à la diapo suivante, Fred. Guillaume, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous expliquer le terme counter strain? Alors, le terme counter strain, ce sera décrit encore un petit peu plus tard, mais on peut prendre un petit peu d'avance sur la présentation. Comme tu veux. Garde ton flux si tu veux. Ça représente bien la technique indirecte dans laquelle on va venir travailler, puisqu'il y a une tension, une dysfonction, et puis on va venir positionner notre patient dans une posture indirecte pour le soulager, et donc d'où la strain, counter strain, donc tension contre tension. Donc c'est ce positionnement préférentiel qui est développé par la technique counter strain. Ça va pour l'explication pour vous? Alors, donc le Dr Jones a fait cette découverte qu'il amène au tender point, donc un point diagnostique qui va être son premier outil. Ce premier outil, c'est son indicateur de traitement et c'est celui auquel on se réfère à chaque fois que l'on prend en charge les patients. Le tender point, comme ici sur le piriforme, est un point douloureux à la palpation qui va pouvoir être présent de manière dense, avec une certaine rigidité à la palpation. On va pouvoir avoir, comme ici chez le piriforme, et vous l'avez déjà remarqué chez vos patients, avoir une présence de contracture et une perte de mobilité potentielle sur la zone, mais aussi à distance avec des mouvements de hanche qui peuvent être limités notamment. Cette tension au niveau du tender point sera supprimée par le positionnement préférentiel et un référencement bien décrit par le Dr Jones. On peut passer à la diapo suivante. Pour aborder une notion qui est très importante, bien souvent lorsque l'on fait des brainstorming en début de séminaire, lors des formations que nous animons, les étudiants nous demandent « est-ce que l'on va traiter ce tender point ?» Eh bien non, à l'inverse de différentes techniques où nous traitons directement le tender point, ici le tender point nous sert simplement de voyant, c'est-à-dire qu'il met en lumière une dysfonction présente que nous devons traiter, mais nous n'allons rien faire sur ce tender point, il nous sert simplement d'indicateur de traitement pour arriver à positionner le patient vers la position idéale.
Sur la diapo, oui. Guillaume. Vas-y, Fred. Vas-y, Bernard, vas-y, excuse-moi. Non, tu parles de tender point. On a une question de Véronique qui demande si ça correspond au point gâchette du muscle. Alors, pas forcément. Vous verrez plus tard que les tender points sont caractérisés spécifiquement et la cartographie qu'a développée le Dr Jones est bien précise. Quelquefois, ces tender points vont être superposables et correspondent au point gâchette du muscle. Quelquefois, pas du tout. Donc, comme dans toute technique, très souvent, il y a des spécificités. Et ici, on n'a pas forcément une superposition entre point gâchette et point Jones. De la même façon, avec les points trigger, on peut avoir une corrélation de l'emplacement du tender point. Ce qui diffère vraiment, c'est le fait que pour un trigger point, vous allez traiter votre trigger avec des manipulations et une séquence de travail que vous connaissez si vous êtes formé à ces techniques, alors que dans la technique Jones, ce tender point nous sert simplement d'indicateur. Et c'est bel et bien ce voyant sur votre tableau de bord qui s'allume pour vous dire que votre réservoir essence est vide. C'est simplement un indicateur pour traiter votre patient. Vous n'allez pas appuyer sur votre tableau de bord. C'est pas ça qui va remettre de l'essence dans votre réservoir, mais vous allez, par une action indirecte, aller à la pompe et observer que quand vous remettez le contact, votre voyant lumineux a disparu. Donc voilà pour la différence entre point gâchette et tender point qui peut être superposable ou différencié. Le deuxième outil pertinent qu'a mis en place le Dr Jones et qu'il est important de développer, c'est le mobile point. Le mobile point, c'est notre marqueur de réussite au sein de la technique. Il va être amené lorsqu'il y a une disparition du tender point avec un changement des caractéristiques qui lui sont données. Au niveau du mobile point, donc sur la position de traitement idéale, le tender point va disparaître avec au bénéfice des tissus qui seront plus mous, moins denses, la palpation ne sera plus douloureuse pour le patient et donc à la jonction des mouvements dans les trois plans de l'espace de positionnement de notre patient, nous allons arriver au mobile point, c'est-à-dire la zone cible où le traitement débute. Et donc, ça, c'est vraiment le deuxième outil pertinent qu'a mis en place le Dr Jones sous forme de normalisation d'une dysfonction pour arriver au mobile point. Et donc là, si l'on reprend l'histoire du voyant, je viens à toi, Fred. Si on prend l'histoire du voyant, vous voyez bien sur la partie de droite qu'une fois que notre tender point est éteint et qu'on est arrivé au mobile point, le réservoir est plein et nous n'avons plus de signal à traiter. On demande juste confirmation. Donc le tender point, dit Eric, c'est bien un point de diagnostic, comme le confirme Thierry Blin sur le chat actuellement. Voilà, c'est ça. C'est un point diagnostic et c'est en aucun cas le point que l'on va traiter. Le traitement est fait par un positionnement dans la posture idéale à la recherche des trois mouvements idéaux pour le patient. Donc, quand on a un tender point, on a une dysfonction qui est présente avec un réflexe de protection qui se met en place chez le patient. C'est le système nerveux central qui vient en protection avec possiblement une contracture qui va être observée chez votre patient. Également, une diminution de mobilité. Lorsque vous placez le patient dans une position idéale, vous allez obtenir un mobile point qui va vous permettre de retrouver une certaine mobilité, de supprimer potentiellement cette contracture, de restaurer du mouvement que vous observerez chez votre patient par la suite et donc une normalisation vers la disparition de cette contracture. Donc, on a bien d'un côté le tender point, indicateur de traitement, et le mobile point qui est le marqueur de réussite que l'on recherche dans le positionnement du patient. Ce travail, il se fait simplement à partir de l'anatomie palpatoire, qui est bénéfique à toute autre pratique, comme on l'a dit, et aussi de la physiologie. On va utiliser également la mobilisation passive, qui est pleinement dans les compétences des masseurs kinésithérapeutes. On peut passer à la diapo suivante. Donc, vous avez compris que l'on peut traiter un point isolé, comme le piriforme que l'on a présenté tout à l'heure. C'est d'abord ce qui est souvent fait dans des formations avec des présentations des points de Jones de façon incomplète.
donc, mais qui peut complètement compléter votre arsenal thérapeutique. Mais il est encore plus puissant d'aborder ce traitement par un abord global, par une approche globale chez votre patient. Et c'est là que vous aurez la pleine puissance du traitement. Vous avez ici la présentation du scan que vous pouvez réaliser chez les patients avec la présence des tender points au niveau du rachis, face avant et face arrière. Il faut savoir que dans le cursus de formation globale, il y a un abord de tous les points qui ont été développés par le Dr Jones avec 180 points et techniques qui s'y réfèrent. Et c'est lorsque l'on prend en charge la totalité de ces dysfonctions que l'on arrive à des résultats qui sont nettement plus pertinents. Les tender points sur la partie antérieure et postérieure du corps sont cartographiés de façon précise et ils pourront être reproductibles également entre thérapeutes. Il y a, comme vous pouvez le remarquer, des très nombreux tender points sur la partie antérieure du thorax, mais aussi sur la partie antérieure du bassin. Et c'est là la plus-value importante que le collège ostéopathique à l'époque a reconnu au Dr Jones, puisque à cette époque, si on se replace dans le contexte, il y avait très peu de traitements qui se rapportaient à ces zones. Et c'est là que le concept était plutôt novateur. On peut passer sur la diapo 8 pour présenter aussi l'approche holistique dans laquelle on s'inscrit. En effet, nous avons parlé depuis tout à l'heure des indicateurs de traitement, les tender points, des mobile points, qui sont les positionnements que l'on met en place pour obtenir un curseur égal. Mais on va aussi, dans notre prise en charge globale, accorder une importance toute particulière à l'anamnèse, comme vous savez tous déjà le faire et comme vous l'avez tous mis en place au cabinet. Également, vous pouvez recouper l'observation de votre patient. Dès l'entrée dans la salle d'attente, dès que vous l'observez, vous avez la capacité de regarder sa posture spontanée, ses directions préférentielles utilisées, et du coup, vous pouvez déjà orienter la qualité de votre traitement. Nous pouvons aussi mettre en place des tests fonctionnels objectifs en testant toutes les mobilités, que ce soit en extension, mais aussi en flexion, en rotation, en inclinaison. Tous ces tests fonctionnels vous permettront de donner du lien et du sens avant votre séance, mais aussi après votre séance, dans le bilan initial comme final. Vous serez aidé aussi des marqueurs subjectifs, comme la douleur ou le ressenti du patient, comme pour toute autre technique. Les points importants sont d'avoir des tests objectifs réalisés. Et pour cela, vous avez deux choses. Tout d'abord, votre tender point qui va se transformer en mobile point lors du positionnement et donc la disparition de ce tender point, mais aussi les tests d'amélioration fonctionnelle que vous observez chez vos patients. On peut passer à la diapo suivante. Oui, il y a eu une petite coupure de Bernard qui va revenir dans quelques instants. Non, c'est pas grave. Très bien. On t'écoute. Donc, vous pouvez retenir plusieurs choses. Cette technique, comme on l'a abordé tout à l'heure, est une technique indirecte. Nous n'allons pas travailler directement sur le tender point, mais c'est bien par le positionnement que nous allons regagner de la mobilité. Via une méthodologie stricte, nous avons toutes les chances d'être atraumatiques pour le patient, puisque très souvent, nous allons dans le sens des lésions que présente le patient. Ceci en toute sécurité, avec pratiquement aucune contre-indication. Et donc, cette méthode s'applique à tous les patients de 0 à 99 ans sans problème. Le but étant, comme toujours, de soulager nos patients en se fiant au feedback du patient et du kiné lors de l'évolution de notre séance. Et une phrase qui résume bien tout ce que l'on vient de dire depuis le début, c'est la phrase que disait le Dr Jones, « Tout ce qui est tordu, rendons-le encore plus tordu ». Donc, de façon indirecte, allons dans le sens des dysfonctions observées, des postures de nos patients, et par la suite, on pourra regagner en amplitude. C'est un peu comme lorsque on veut jouer avec un enfant ou l'emmener à faire une tâche qu'il n'a pas forcément envie d'accomplir. Si l'on va d'abord dans son sens, il y a toutes les chances qu'il accepte ensuite de faire ce qu'on cherchait à mettre en place avec lui. Donc, faites pareil avec vos patients et vous aurez toutes les chances de réussir. Je vois un petit sourire de ta part, Fred.
Je vois pas de quoi tu parles. Et donc, maintenant, on va passer à la pratique en vous proposant tout d'abord un scan de la moitié supérieure du corps. On ne va pas pouvoir décrire très précisément les tender points, mais simplement pour vous montrer de quelle manière on peut rapidement mettre en place un diagnostic. Ce scan de début de séance, lié à l'anamnèse, au bilan clinique, à tout ce que nous pouvons ajouter, va nous servir d'outil d'évaluation rapide pour savoir quelles zones nous allons prioriser pour le traitement de nos patients. Nous allons déterminer aussi les zones de rigidité préférentielles et également la présence de plusieurs dysfonctions et des plus importantes à traiter d'abord. Donc pour ça, on a Jonathan qui va venir sur cette table et puis on peut passer peut-être en plein écran. Hop. Parfait. Guillaume, juste une petite question quand même qui revient. Donc, c'est Eric encore qui pose la question. Ça veut dire, comme examen, on doit faire la palpation de tous ces points, tous les points que tu as évoqués? Alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment ce qui amène la suite de notre propos ici. Ce que on vous proposait par rapport au format qui nous est donné, c'est d'aborder un traitement comme nous le ferions chez un patient lambda. Vous avez tous à vos cabinets très souvent des patients qui présentent des symptômes de cervicalgie. On va dire que c'est le cas de Jonathan ce soir. Et du coup, si vous avez un patient qui présente une cervicalgie, l'ordre de traitement va nous faire amener un bilan sur la partie supérieure du corps. Donc, vous voyez que par rapport à tous les points que nous avons préparés, présentés sur le scan global du rachis, antérieur et postérieur, nous allons très rapidement nous limiter à une partie du corps qui peut avoir une réponse indirecte sur ces problèmes de cervicalgie. Et déjà, en venant jusqu'à la zone thoracique moyenne, on aura beaucoup de possibilités de ne pas passer à côté de la contrainte et de la dysfonction qui est la plus importante à traiter chez le patient. Donc ici, pour un patient qui présente une cervicalgie, donc l'outil de scan, il va vraiment vous permettre de venir déterminer une ou deux zones qui vont être préférentielles à traiter. En fait, lors de votre scan de début de séance, en plus de l'anamnèse et de tout ce que l'on a mis en place habituellement et qu'on reverra en position assise, vous allez additionner les chances de réussite. C'est-à-dire que pour le scan classique, vous allez commencer sur la partie cervicale antérieure avec des palpations pour des points cervicaux antérieurs et des palpations spécifiques qui sont enseignées dans les formations. Puis ensuite, on va basculer sur une palpation au niveau de la zone thoracique antérieure de notre patient, ici. Et très rapidement, on va déterminer des zones de densité. Ici, on ne retrouve pas sur les tender points de manière très précise en palpation médiale et postérieure des tender points, alors que sur la zone du sternum, on peut remarquer ici une présence de tension et un point douloureux, une densité, une rigidité. Le patient ressent cette douleur. On a donc là le point précis au niveau du sternum en partie haute. On passe au niveau de la partie cervicale postérieure. De la même façon, on va palper des tender points sur le crâne, puis au niveau des épineuses cervicales postérieures, en palpation médiale principalement. Et puis, on peut terminer la partie thoracique postérieure avec le scan au niveau des vertèbres thoraciques postérieures, au niveau des épineuses, par une pression médiale. Sur ces zones-là, on ne retrouve pas de tender point, pas de zone très douloureuse et dense. Et donc, le scan que l'on a fait sur la partie cervicale antérieure, thoracique antérieure, cervicale postérieure et thoracique postérieure nous montre chez Jonathan une zone à privilégier, c'est la zone thoracique antérieure haute. On va donc venir revérifier la présence de notre tender point dans cette zone. Je vais passer sur le dos.
Vas-y, Bernard. Oui, non, j'avais une question, mais Thierry y a déjà répondu. Est-ce qu'il est possible aussi de faire cet examen assis quand on est notamment sur la partie supérieure du corps? Alors, il est possible de le faire assis, mais vous avez vu que cela prend très peu de temps. En plus de ça, pendant la vidéo, je vous le décris. Donc, on peut faire cette palpation assise si le patient n'a pas la possibilité de se mettre sur le dos, mais très souvent, ce sera plus commode et plus rapide de faire cette palpation couchée. Et de cette façon, c'est le moyen de perdre le moins de temps avec votre patient. Bien sûr, vous pourrez adapter le diagnostic, mais aussi le traitement à votre patient, puisque comme on l'a dit depuis le départ, le but est d'aller dans le sens de facilité de mouvement de notre patient, donc vous pouvez vous fier à cela. Ici, donc, on retrouve au niveau du sternum de Jonathan un tender point vraiment positif, qui est le tender point antérieur thoracique 2. Ce tender point, il est caractéristique et il fait le lien avec une spécificité de palpation. Ce tender point, il se trouve au centre du manubrium sternal, dans une petite dépression. Donc, nous sommes ici au niveau de la fourchette sternale, puis sur le corps du manubrium, juste avant l'angle de l'ouïe, et nous allons en plein centre du manubrium, par une pression postérieure, palper ce tender point. Lorsque ce tender point est présent, le patient va avoir une douleur. La densité présente ici est importante. Il y a une rigidité du sternum, alors qu'ici, il y a un rebond plus bas chez le patient. Ici, on se heurte à quelque chose de beaucoup plus dense et ce point va être corrélé à la symptomatique présente de cervicalgie chez Jonathan. Ouais. Guillaume? Oui. Pierre, alors je ne sais pas quel est le prénom, c'est Pierre-Olivier et Michel, donc ils sont venus à 3. Test palpatoire du tender point, c'est un appui léger ou soutenu? Alors, l'appui, il est identique entre le point antérieur thoracique 1, 2, 3 et 4, par exemple. Seulement pour le même appui, il va y avoir une douleur qui va être 5 fois plus importante là où il y a un tender point par rapport au tender point, à l'appui où il n'y a pas de tender point actif. Donc, lorsque vous avez un patient qui se présente au cabinet avec des symptômes de cervicalgie, si l'on fait le lien avec tout ce que l'on a vu auparavant dans la présentation théorique, vous allez pouvoir déjà observer des choses qui sont corrélées par rapport à cette dysfonction thoracique antérieure numéro 2. Lorsque vous avez une dysfonction thoracique antérieure numéro 2, vous avez une correspondance avec une vertèbre thoracique 2 en flexion. Donc, chez votre patient, très souvent, il y a des cervicalgies, vous allez observer une hypersyphose thoracique haute. Également, souvent, une protraction des omoplates ou un enroulement de la cage thoracique. Comme nous l'avons démontré auparavant, la zone où il y a les dysfonctions, c'est la zone où il y a le plus de tension. Si votre patient se présente au cabinet avec cette posture et cette attitude spontanée d'hypersyphose, il aura peut-être également la tête antéprojetée et une extension cervicale de compensation qui va lui créer ces douleurs diffuses postérieures cervicales. Donc, souvenez-vous d'une chose, la plus importante que nous avons dit en conclusion, ce qui est tordu, nous allons le tordre encore plus. Donc, il est facile d'imaginer ce que nous allons faire pour le traitement de ce type de patient. Il est positionné en flexion thoracique au niveau 2, au niveau de son sternum, enroulé autour de ce point. Eh bien, nous allons l'enrouler encore plus pour venir soulager les tensions qui se situent au niveau de ce point antérieur thoracique 2. Quand votre patient a cette dysfonction présente, il va avoir une facilité à aller en flexion et lorsque vous lui demandez à aller en extension, il n'aura pas d'extension thoracique. Il aura une extension cervicale, mais il n'aura pas la pleine extension thoracique et l'élévation du sternum. D'accord? Donc ça, c'est pour les préférences directionnelles et vos tests fonctionnels que vous pouvez faire au départ. Simplement en demandant au patient une extension cervicale, vous pouvez observer si le sternum
se mobilise ou pas du tout. Vous pouvez aussi, lié à votre anamnèse, faire un questionnement sur la vie quotidienne. Votre patient qui a ces dysfonctions antérieures thoraciques, il va très certainement préférer dormir avec 1 ou 2 oreillers pour protéger cette flexion autour de la vertèbre T2. Il va se positionner avachi dans le canapé pour positionner sa tête sur le canapé et avoir un appui. Et également, lorsqu'il travaillera au bureau, il viendra positionner ses mains pour se donner un appui au niveau antérieur. Donc maintenant, on a parlé du tender point et on va aborder le traitement avec la recherche du mobile point. Je peux tourner là. Guillaume, il y a beaucoup de questions sur la hiérarchisation des points. Donc, veux-tu qu'on en parle maintenant ou tu continues ta démonstration? Alors, on peut aborder la hiérarchisation des points. C'est une très bonne question auquel il faut qu'on réponde puisqu'on ne l'a pas abordé. Ici, on vous présente un traitement de points sporadiques. On est d'accord? Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder la technique, mais il faut vous montrer une partie du concept pour pouvoir l'appliquer ensuite à différentes choses. Vous avez compris également qu'il faut faire un bilan avec une certaine analyse des points, surtout au niveau du rachis, d'abord prioritairement, puis ensuite hiérarchiser les traitements que nous allons choisir. Dans la hiérarchie, on va d'abord toujours privilégier les tender points qui sont centraux, donc sur l'axe, avant de travailler en périphérie. Et puis également, on va traiter les points les plus chauds, les plus denses, les plus douloureux, et en lien avec le plus de restrictions possibles liées à la symptomatique du patient. Donc ça va être notre acte de hiérarchisation. On a vu chez Jonathan, en faisant le bilan antérieur puis postérieur, qu'il y avait une densité importante sur cette zone-là et que nulle part ailleurs on retrouvait de tender point. On a donc privilégié ce traitement au niveau de la thoracique antérieure 2. Donc, les systèmes de hiérarchisation sont développés largement et pour ça, c'est l'intérêt d'avoir une vision globale du corps et de la présence des tender points. Très bien. Donc, pour le traitement de ce point antérieur thoracique 2, notre patient a une préférence à aller vers la flexion. Souvenez-vous, quand Jones, tout ce qui est tordu, nous allons le tordre encore plus. Eh bien, pour réaliser la technique, nous allons placer les 2 mains du patient derrière sa nuque, venir le soutenir pour qu'il se sente confortable. Et ensuite, le but, ça va être de soulager cette zone au niveau du sternum. Et en venant en flexion thoracique au niveau de la 2e vertèbre, on va venir rechercher notre mobile point, c'est-à-dire le degré de mobilité en flexion où ce point se relâche. Si l'on va trop loin en flexion et qu'on descend sur la flexion plus basse sur le sternum et au niveau thoracique, il va y avoir une tension qui intervient sous mon doigt. Et de cette manière, je vais m'éloigner, puis revenir chercher mon mobile point, la zone où je vais avoir une disparition de mon tender point. La mobilisation se fera dans les 3 plans de l'espace, d'abord en flexion-extension, puis je pourrai gérer les rotations et les inclinaisons pour obtenir le meilleur résultat possible. Ici, je vous ai présenté des mouvements qui sont importants pour la vidéo, mais concrètement, le traitement préférentiel se fera chez le patient avec un positionnement léger, une flexion, inclinaison droite ici et rotation gauche très douce pour avoir un relâchement. Et ici, la présence de notre mobile point, la disparition du tender point et surtout une restauration de mobilité au niveau du sternum. Et vous pouvez voir ici qu'avec la même pression que tout à l'heure, il n'y a pas de douleur chez le patient. Vous pouvez également le questionner. Ça fait partie des marqueurs subjectifs que vous pouvez obtenir de la part du patient. Vous ressentez le rebond, c'est un autre marqueur pour vous. Et surtout, vous espérez libérer la dysfonction présente au niveau antérieur thoracique 2.
Le traitement Jones nécessite un positionnement, et ce positionnement, vous avez peut-être déjà entendu différentes choses là-dessus, mais il est de 90 secondes. Au bout de 90 secondes, vous avez supprimé l'arc réflexe douloureux qui est présent depuis longtemps et vous allez libérer la dysfonction. Vous pouvez alors revenir en position lente, ramener le patient dans sa position initiale et relâcher tranquillement les deux membres supérieurs. De cette façon, vous pouvez tester de nouveau votre tender point s'il y a une douleur ou pas. Vous pouvez également refaire vos tests de mobilité avec la demande d'une extension complète de la tête et vous observez, oui ou non, une mobilisation meilleure au niveau de la deuxième vertèbre thoracique. Ce qui est important, comme souvent, ça va être de vous fier également à la plainte première du patient, c'est-à-dire est-ce que les douleurs cervicales postérieures sont moins diffuses, oui ou non. Il faudra également observer quelque temps après le traitement pour une libération complète des symptômes. Le patient devra aussi respecter des degrés de mobilité simples et tranquilles sur les premiers jours, mais il est aussi important de travailler à l'éducation thérapeutique de vos patients pour les amener à des exercices actifs. Comme toute technique, la technique Jones est travaillée de façon spécifique au cabinet, mais en plus de cela, vous devez ajouter des conseils de thérapie à vos patients sur des mobilisations actives. Ici, par exemple, vous pourriez conseiller à votre patient de réaliser des adductions d'omoplate, tilt postérieur, pour améliorer l'élévation du sternum et surtout la mobilisation vers l'extension de T2 sur T3. Également, demander un autograndissement pour améliorer la restitution du mouvement dans cette zone. Donc, tout ça va servir à une chose, c'est stabiliser votre traitement, mais aussi améliorer le schéma corporel de votre patient et maintenir des schémas neurologiques qui sont bien meilleurs liés à la suppression de l'arc douloureux. Alors, une petite série de questions, si vous le permettez, les deux amis. Ouais. Merci pour la démonstration, c'était très clair, très limpide, très pédagogique. Merci pour cela. C'est pas évident de résumer une technique qui fait plusieurs jours de formation, et tu vas nous expliquer un petit peu plus tard en quoi ça consiste et combien de temps ça dure. Est-ce qu'on peut utiliser la respiration? Te demande plutôt. Je sais plus qui, parce qu'il y a eu 2-3 fois la question. Alors, la respiration, elle fait partie des facilitations et de l'obtention plus facile de ce mobile point, et elle peut vous aider à retrouver un mobile point de manière plus rapide chez certains patients. Donc, comme d'autres techniques, elle peut être utilisée dans les facilitations de recherche du mobile point et donc plus rapidement une suppression du tender point. Christelle te demande combien de séances. Excuse-moi Bernard, je t'ai coupé la chic. Tu veux répondre, Jonathan? Combien de séances suffit? Oui, bien sûr. Eh bien, la question sur le nombre des séances, je vais m'échauffer la voix aussi et puis démarrer tranquillement. La question sur le nombre des séances, c'est très particulier. Ça dépend vraiment du patient et de la symptomatologie, et puis vous, de comment vous maîtrisez ce que vous faites et de quelle manière vous intégrez ces techniques à votre arsenal thérapeutique. Ça peut aller très vite et être déprogrammé, être déconstruit en une séance, comme ça peut prendre plus longtemps. Après, c'est un partenariat. Nous, on va faire un certain travail qui va permettre aux patients de récupérer de la mobilité. Après, il va falloir qu'on propose et qu'on explique aux patients comment faire pour entretenir cette mobilité et maintenir les bénéfices à domicile, faire l'autonomisation, faire la prévention pour éviter la récidive. C'est vraiment
du cas particulier. Oui, revient aussi la question de savoir si la technique Jones est une séance à part entière ou est-ce qu'elle est utilisée pendant d'autres séances de kiné. On a plusieurs fois la question. Alors, on l'a abordé. Il y a un effet réel à pratiquer la technique Jones sur certains points en particulier, comme le point du piriforme ou le point du psoas ou d'autres. Elle peut être une clé, mais c'est bel et bien lorsqu'on travaille dans la globalité avec une analyse complète qu'on a une réelle pertinence à l'application de cette méthode. Donc, elle peut vous aider quelquefois à soulager des patients, mais s'il n'y a pas le résultat escompté, c'est bien souvent qu'il y avait une autre hiérarchisation à mettre en place, comme on l'a soulevé tout à l'heure. Quand on parle de hiérarchisation, là, ça prend tout son sens. Et c'est là l'intérêt d'avoir une vision globale du patient via la technique. Il semblerait que ce ne soit pas incompatible non plus avec d'autres techniques comme Mackenzie par exemple. C'est pas du tout incompatible. Chaque technique que vous, kinés et confrères, vous utilisez, elles sont toutes complémentaires. Et s'il y avait une technique mieux qu'une autre à 600%, tout le monde ferait cette technique, ça se saurait. Seulement, le fait que l'on partage ensemble, que l'on puisse s'enrichir des qualités spécifiques de chaque technique et des apports particuliers qu'il peut y avoir à l'utilisation de chacune d'elles, c'est vraiment là le sens de notre intervention. C'est pour partager encore et puis pouvoir donner d'autres cordes à notre arc. Il est vrai que la boîte à outils, des fois, a tendance à être un peu grande, mais il y a une utilité à chacun de ces outils. Une question importante, pardon Fred, une question importante, comme toute technique, est-ce qu'il y a des contre-indications? Thierry a commencé de répondre, mais voilà, est-ce qu'on a des contre-indications à cette technique Jones? À part les contre-indications classiques de cancer, de choses comme ça, bien sûr, mais d'autres contre-indications spécifiques à la technique Jones? À ce jour, il y a très très peu de contre-indications. Ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne le patient là où il veut aller. Et un des grands principes, c'est qu'on ne va pas demander plus que ce que peut nous accorder le corps de notre patient. Donc, on ne va jamais forcer une position. Ce n'est pas du tout le principe. L'objectif, c'est de reproduire la position qui est établie par le Dr Jones et qui nous permet de trouver la direction préférentielle, qui nous permet de trouver la position la plus détendue chez notre patient, mais jamais on va l'amener à forcer. Donc, à partir de là, on a très, très peu de contre-indications parce que les mouvements sont lents, les positionnements sont toujours confortables et pour le praticien et pour le patient. Après, on aura quelques contre-indications qui sont quasiment communes à toutes les prises en charge thérapeutiques. Méfiance chez la femme enceinte pendant les 3 premiers mois, pas à cause de la technique, mais parce qu'il y a forcément un risque de décrochement spontané et vous ne voudriez pas être chargé, enfin mis à charge pour ce décrochement spontané. Et également méfiance sur les membres inférieurs en cas de phlébite, de thrombus profond, parce que vous ne voudriez pas stimuler la libération du thrombus et aller créer une embolie pulmonaire. Dans les cas de masse abdominale pulsante et de tumeurs malignes, pareil, demandez l'avis des médecins sur la possibilité de faire quoi que ce soit. Mais ça, c'est des contre-indications qui sont très générales. On n'a pas grand-chose de spécifique. Super. Écoutez, là, ça fait mine de rien 45 minutes. On avait protocolé à 30 minutes, mais c'est parfait. Nous sommes ravis de cette démonstration. Juste, pouvez nous expliquer en combien de temps, en quoi consiste la formation et combien de temps elle dure et où la trouver pour ne pas faire de la pub? Alors, pour ce qui est de la formation, actuellement et depuis 2 ans maintenant, il y a un cursus spécifique qui a été développé en France avec les instructeurs et via Kinéformation, qui est le seul organisme certifié à transmettre le contenu de la formation Jones en France. Il y a différents sites de formation, notamment à Paris, Lille, Bordeaux, Strasbourg,
j'en oublie peut-être, Morbier dans le Jura, mais là, j'avoue que c'est un peu spécifique. Il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas d'électricité. Voilà. On est confiné toute l'année. Et donc, aussi à Pontivy, en Bretagne, il y a le CEKCB. Donc, c'est différents sites de formation où se réalisent des formations avec les différents instructeurs de l'équipe Kiné Formation. Et les formations qui sont mises en place initiales sont sur 3 week-ends de 3 jours, donc 9 jours, pour justement optimiser cette approche globale et avoir le potentiel d'une utilisation pleine et complète de la technique pour pouvoir vraiment solutionner les résultats avec les patients. Ah oui, est-ce qu'il y a une formation spéciale bébé, demande Christelle. Alors, il n'y a pas de formation spéciale bébé. C'est encore une fois une très bonne question. Mais vous pourrez essayer, si vous avez des petits à la maison en ce moment, c'est vraiment l'occasion. Comme on va dans le sens de soulager les patients et dans le sens de la dysfonction, c'est très facile d'adapter ce que l'on voit chez l'adulte aux nourrissons, voire aux enfants, puisqu'ils sentiront très vite, quand ils ont 5-6 ans, que vous pouvez discuter avec eux, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire, que ce tender point qui est présent, par un positionnement idéal, va venir être soulagé. Et puis, chez les nourrissons, eh bien, très souvent, quand on va dans le sens préférentiel de l'enfant, il y a de grandes chances qu'il s'arrête de pleurer et que le traitement soit plus simple. On peut prendre l'exemple du torticolis congénital. On voyait spécifiquement pendant nos études, ça commence à faire quelques temps, peut-être encore un petit peu plus pour toi, Fred. Et on travaillait avec des traits tirés, des crochetages, des étirements, des contracteurs relâchés. Ici, tout au contraire, on va venir positionner l'enfant dans sa posture de raccourcissement et puis observer le relâchement de tender point présent sur les scalènes notamment, le SCOM, et du coup observer un regain de mobilité à l'opposé. Donc c'est bien là le sens d'une technique indirecte. D'accord. Merci beaucoup pour ces renseignements, merci pour ces informations, merci pour la clarté de votre démonstration. Et le webinaire prochain, c'est sur l'école de flamenco, comme on l'avait déterminé. Hein, Thierry, j'espère que tu m'en voudras pas si je monte cette école de flamenco au-dessus de chez toi. Voilà. Bernard, je te laisse le mot de la fin. Oui, donc je tenais quand même à vous remercier pour cette belle explication et cette belle démonstration. J'espère quand même que ça fera naître des vocations et des envies de se former. Donc, chers internautes, on vous invite déjà à nous retrouver pour le prochain webinaire qui se fera ce vendredi 10 avec comme thème les finances en temps de crise. Et comme vous l'a dit Fred tout à l'heure, vous pouvez revoir ce webinaire dès demain en replay sur le site Vous-Kiné. Donc voilà, bonne soirée, merci à vous tous de votre participation et merci surtout à nos intervenants pour effectivement cette belle démonstration. Et à bientôt. Un petit mot les amis. Merci à vous pour nous avoir proposé de partager ce moment ensemble. C'est vrai qu'on est dans un moment spécifique de nos vies tous et puis c'est vraiment tourné vers le partage et les échanges qu'on en sortira grandi a priori. Donc pour l'instant on est confiné, mais on espère que ça fera naître beaucoup d'envie chez vous par la suite. C'était le but. On vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous et on clôt rapidement ce webinaire. Merci. À bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.